et bienvenue dans cette session. C'est un atelier. On va parler de modèle organisationnel de prise en charge des insuffisants cardiaques. J'ai le plaisir de modérer cette session avec mon ami Saïda Chegour d'Avignon. Et nous aurons au cours de cette session la présentation d'une enquête que le CNCH a faite. Et en distanciel, nous aurons Stéphanie Marie et Jean-Pierre Gueffet de Nantes qui vont nous parler de leur pratique. En préambule, je passe la parole à Saïda Chegour qui va nous parler finalement de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et après, je vous montrerai les résultats de notre enquête. Merci Saïda. Ça marche pas, voyez. Alors, c'est bon. Merci Walid. Donc, avant de présenter les résultats de l'enquête du CNCH, je voulais qu'on présente le contexte et qu'on présente un petit peu le décor. Donc, voici mes liens d'intérêt. Donc, parcours de soins, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est un parcours de soins? Quels sont les enjeux? Quelles sont les parties prenantes? Ce sont des éléments importants pour bien comprendre. Donc, un parcours de soins, c'est l'ensemble des étapes vécues par un patient dans la prise en charge de sa maladie, du pré-diagnostic jusqu'aux soins palliatifs. Donc, les différentes étapes, ça peut se passer par des professionnels de santé, à l'hôpital, dans des établissements médico-sociaux, comme au domicile, ou bien lors de consultations de spécialistes ou de généralistes. Alors, les parties prenantes, il y en a beaucoup. Il y a le patient, il y a les autorités de santé, il y a les professionnels de santé, il y a les industriels et puis d'autres acteurs. Donc, pour le patient, quels sont les enjeux? C'est un accès à une prise en charge globale coordonnée, un accès à un meilleur traitement qui puisse garantir et maximiser les chances de guérison et améliorer sa qualité de vie. Pour les autorités de santé, c'est l'optimisation de la prise en charge aussi bien à l'échelle locale, régionale et nationale, et donc en diminuant les coûts et les dépenses de santé. Pour les professionnels de santé, c'est une meilleure prise en charge avec une bonne coordination avec les autres acteurs. Et les industriels, aussi bien ceux qui fournissent les médicaments que les dispositifs, ils se positionnent maintenant ils veulent se positionner en tant qu'acteurs de santé publique. Enfin, il y en a d'autres, c'est les pharmaciens, les prestataires de services, les assureurs. Alors, qu'est-ce qu'une démarche d'optimisation du parcours? C'est une démarche qui réduit le temps de diagnostic en informant et en mieux formant. C'est une démarche qui favorise l'orientation du patient avec une meilleure coordination vers les professionnels qui vont le prendre en charge. Et c'est une démarche qui identifie et permet le partage des informations. Et la mise en place d'indicateurs de performance est indispensable avec une évaluation. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au parcours de soins d'insuffisance cardiaque? Je ne vous apprends rien du tout. L'insuffisance cardiaque est une maladie très fréquente qui touche 1 million de personnes en France et plus que 10% des personnes de plus de 70 ans. C'est une maladie qui est mortelle, comme le montrent les résultats de l'ensemble des registres nationaux, européens et américains, avec une mortalité intra-hospitalière qui peut atteindre plus que 30%. Ça coûte très cher. 2% des dépenses de santé nationale, 2 tiers des coûts sont liés aux hospitalisations. C'est une maladie qui est préoccupante, qui peut être beaucoup plus grave que certains cancers et plus grave que l'infarctus. En résumé, elle atteint plus d'1 million de patients. Une personne sur 5 peut être affectée par la maladie, avec 70 000 décès par an. Un des problèmes de l'insuffisance cardiaque, c'est les réhospitalisations. Un patient sur 4 est réadmis dans les 30 jours qui suivent une hospitalisation et ces réhospitalisations coûtent très cher à la société. Le parcours de soins est très compliqué avec plusieurs intervenants et c'est pour ça qu'on parle du parcours de soins et comment on peut l'optimiser. Alors, est-ce qu'on a des données sur les parcours de soins? Est-ce qu'il y a eu des choses de fait? Oui, il y a eu des choses de fait. Il y a eu 2 enquêtes qui ont été faites par le groupe d'insuffisance cardiaque et une enquête récente que Walid va présenter. La première, c'est une enquête nationale faite sur le parcours de soins intra-hospitaliers entre juin 2014 et mars 2017. Plus de 2000 patients, plusieurs centres, et c'est une étude multicentrique, comme vous le voyez sur la carte. Et donc, au début, il y avait 9 centres et on a fini par 41 centres et 3600 patients inclus. Alors, qu'est-ce qu'on a observé sur cette étude? Qu'il y avait 2 parcours intra-hospitaliers.
pour les patients insuffisants cardiaques. Il y a un passage des patients qui passent par l'USIC et le service de cardiologie et d'autres qui n'arrivent pas du tout au service de cardiologie. Et les examens qui sont réalisés et l'initiation du traitement à l'entrée et à la sortie sont différents et dépendent du fait que le patient passe par le service de cardiologie ou pas. Donc, c'est ce schéma très compliqué de cette étude qui montre que les patients arrivent, 34% seulement appellent le médecin traitant quand ils ont les premiers symptômes. Ils arrivent aux urgences pour la plupart. Il y en a qui rentrent aux soins intensifs et d'autres qui partent dans un autre service de médecine, avec un retour à domicile dans 63% et une mortalité intra-hospitalière qui est très élevée de 7,8%. Donc, qu'est-ce qu'on a observé aussi, c'est que... Non, je suis retournée en arrière. Donc, cette slide qui montre que 27% des patients ne passent pas en cardiologie, donc ils vont sortir de l'hôpital sans avoir vu de cardiologue, sans avoir eu les examens qui sont nécessaires. 2 tiers vont retourner à domicile et 1 tiers seulement vers des SSR ou EHPAD. Alors, donc, cette étude avait permis d'identifier quelques pistes d'amélioration, c'est-à-dire d'abord informer les patients pour qu'ils reconnaissent les symptômes de l'insuffisance cardiaque et consultent plus tôt, favoriser la prise en charge par un cardiologue, ce qui est difficile dans un hôpital, c'est que tous les malades soient vus par un cardiologue, optimiser la durée de séjour et favoriser l'ambulatoire, optimiser les traitements suite à la décompensation, renforcer les démarches d'éducation thérapeutique et renforcer les liens hôpital-ville. Ça, c'était la première enquête. La deuxième enquête, c'était l'enquête de l'insuffisance cardiaque sur le parcours de soins, mais cette fois-ci vue par les patients. Elle a été faite en 2018 et elle a regroupé environ 800 patients. Alors, donc, les résultats, c'est que 50% des patients ne connaissaient pas les symptômes et avaient des symptômes depuis plus de 15 jours, des fois plus de 2 mois avant de consulter. 40% seulement avaient vu un médecin traitant et 50% sans arriver aux urgences. Et à la sortie, 1 tiers des patients ne savaient pas qu'ils étaient insuffisants cardiaques parce qu'on n'a pas prononcé le mot insuffisance cardiaque au cours de leur hospitalisation. À toi, Walid. Merci, Saïda. Donc la question, c'était... donc là, Saïda nous a montré des enquêtes finalement qui concernent les patients. Et nous, on s'est intéressé aux organisations de pratique en termes de recours maintenant à tout ce sujet des IPA, des infirmières d'insuffisance cardiaque, de la télésurveillance, de l'insuffisance cardiaque. Quelles sont les pratiques? Je mettrai finalement probablement en commun mes données avec celles de l'équipe de Patrick Jourdain et Dr Manel Elblidi qui l'a présenté le premier jour, qui a présenté une enquête, il me semble, autour de 70 centres. Donc les chiffres qu'on va vous montrer, ce n'est pas des chiffres de centaines parce que c'est des chiffres par centre. Et en général, il y a un praticien par centre qui a participé. Donc on espérait avoir, l'enquête est d'ailleurs en cours, vous avez le QR code qui est à l'entrée, et donc si vous faites l'effort d'atteindre les 100, ça nous arrangerait. J'ai des liens d'intérêt avec les laboratoires dans le domaine de l'insuffisance cardiaque ou de la rythmologie en général. Alors vous avez là 85 réponses de médecins. Chaque médecin représentait un centre. En général, il n'y a eu qu'une réponse par centre. Donc il y a un peu plus d'hommes que de femmes, mais je dirais peut-être c'est lié à une certaine... beaucoup d'hommes dans l'historique, mais maintenant il y a plus de femmes que d'hommes qui arrivent en médecine et notamment en cardiologie. Donc ça, c'est les médecins, et donc nous, on a essayé de faire une typologie du suivi de cette insuffisance cardiaque. Vous voyez l'âge des médecins. Vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Ça va de 29 à 79 ans, et vous allez voir que la pratique de ces médecins est très variable. Vous imaginez que venant d'une enquête du CNCH, on s'attend à avoir beaucoup de centres hospitaliers, mais on n'a pas eu que ça. Donc vous voyez, on a 55%, c'est des centres hospitaliers, des CH, G ou CH. Il y a 19% de CHU, avec des gros CHU qui ont accepté de participer à l'enquête quand j'ai sollicité, y compris Thibaut Damy qui a participé, ou des gros centres comme ça. Des centres privés, 25%. Et puis 2% de PSPH et de militaires, mais qui font partie donc du CNCH. On pourrait mixer les deux. Ça, c'est chiffres bruts que je vous ai donnés. J'ai extrait les données là à midi pour que vous ayez les chiffres les plus proches possibles de la base de données. Donc, on n'a pas fait l'analyse CH versus CHU. Ce serait intéressant parce que peut-être qu'ils ont plus de moyens que ce qu'on a. Tu as plus de moyens que ce que j'ai. Et donc, tes réponses ne vont pas être les mêmes que les miennes.
C'est essentiellement des cardiologues qui ont répondu, peu d'infirmières, peu de généralistes, peu de autres. Mais donc, vous voyez que c'est 90% de médecins cardiologues qui ont répondu à l'enquête. Voilà, quand on demande aux médecins qui ont répondu à l'enquête, vous voyez, c'est 40% c'est des médecins, des cardiologues, on va dire généralistes, et 30% s'identifient comme des spécialistes d'insuffisance cardiaque. Il y a 18% qui vont peut-être s'identifier comme moi, comme rythmologue. Et puis on a des cardiologues interventionnels, des réadaptateurs, des imageurs. Ça traduit finalement la diversité de nos pratiques, la diversité des médecins qui sont dans nos hôpitaux. Alors j'aurais demandé, est-ce que finalement vous avez des structures pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, notamment un réseau ville-hôpital structuré? Moi-même, j'ai du mal à répondre à cette question. Vous voyez, il y a 58% qui répondent oui, ça veut dire que beaucoup de choses ne sont pas organisées. Et ça coïncide avec ce que tu disais. 48% ont une unité, je déclare, ayant une unité dédiée à la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et 11% ont une unité mobile d'insuffisance cardiaque. Tu avais dit d'ailleurs que tu aimerais bien que les patients qui arrivent dans l'hôpital soient vus par un cardiologue. Et c'est vrai que la plupart ne sont pas vus par un cardiologue. Pour avoir fait l'enquête dans mon centre, je peux vous dire que ces chiffres-là, je ne les ai pas mis là, mais on pourrait faire l'objet d'une autre session. On a regardé nos chiffres du PMSI. Et on a vu que d'ailleurs dans mon centre, du fait de l'effet Covid, du fait de la fermeture des lits, j'ai moins de patients avec le diagnostic d'insuffisance cardiaque dans l'hôpital, carrément, en cardiologie en baisse, et dans l'hôpital en baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de lits, et ces patients insuffisants cardiaques, à mon avis, ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont peut-être pas hospitalisés, en tout cas ils sont moins hospitalisés en cardiologie, ils sont moins hospitalisés dans l'hôpital, et je ne sais pas où ils vont. Mais ils sont quelque part, mais on se dit, sur 2 ans, on a eu moins d'insuffisants cardiaques hospitalisés. Quelles sont les ressources? Donc on leur a demandé, est-ce que vous avez des IDE qui vont gérer ces unités spécifiques? Vous voyez, ça représente la pratique. Moi, je suis plus à 0 d'infirmières dédiées à l'insuffisance cardiaque. Et puis, vous voyez, et j'ai eu un énorme plaisir, on arrive sur la fin du congrès, de voir l'échange qu'on a eu avec les IPA, les infirmières d'insuffisance cardiaque. Et on voit que finalement, le chiffre que moi j'ai n'est pas le chiffre que toi tu as et dans ton équipe. On a demandé les infirmières de pratique avancée. Vous voyez, il y a 67% vont répondre qu'ils n'en ont pas. Et donc, et encore, il y a un biais, c'est qu'on a quand même 20% de répondeurs de CHU, probablement dans ces 20%. Et s'ils ont répondu, souvent, c'est des gros centres qu'on avait sollicités et qui devaient en avoir les fameux 1 ou voire 2 qui peuvent exister dans différents services, qui soient orientés à insuffisance cardiaque ou pas. Là, je vous ai mis les infirmières de protocole de coopération à l'insuffisance cardiaque. Vous voyez, c'est assez similaire. 2 tiers, il n'y en a pas. Et puis le reste, ça se répartit de manière homogène. Pareil, infirmière avec un DU d'insuffisance cardiaque. Vous voyez, c'est quasiment les mêmes réponses. On a demandé si vous avez des cardiologues spécialisés en insuffisance cardiaque. Il y a un de mes collègues rythmologue qui va passer le DU d'insuffisance cardiaque. Maintenant, il a une consultation dédiée à l'insuffisance cardiaque et il fait moins d'actes interventionnels. Il en fait encore, mais il en fait moins. Donc, dans mon centre, j'ai coché 1. Mais vous voyez que ça se répartit. La majorité, c'est entre 0 et 2. Parfois, il y en a un peu plus. Alors ça, c'est le reste des questions, c'est plus pour avoir une idée du typologie de centre. Est-ce que vous avez des rythmologues ou pas? Vous voyez, c'est assez variable, mais voilà, ça traduit que les pratiques des centres sont différentes. On leur a demandé s'ils avaient des médecins réadaptateurs de la maladie coronaire, je ne vous ai pas présenté. Est-ce qu'il y a un référent en sciences cardiaques? Il y a 2 tiers qui répondent oui, mais il y a quand même 1 tiers qui répondent non. Est-ce que vous disposez d'un hôpital de jour ou d'insuffisance cardiaque dédié au sein de l'établissement? Vous voyez que c'est quand même quasiment moitié-moitié entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Combien de lits disposez-vous en HDJ? Vous voyez que finalement, il y a à peu près un quart qui n'ont pas de lit dédié, mais qu'après, le nombre de lits est variable. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à répondre parce que j'ai des lits d'hôpitaux de jour, mais qui ne sont pas dédiés à l'insuffisance cardiaque. Donc, j'ai dû répondre, ce n'est pas des lits d'ailleurs, on m'a expliqué tout à l'heure, il faut plus répondre en place. Hein, voilà, c'est des fauteuils, c'est des hôpitaux de jour. Les spécialités... voilà, cardiologue, rythmologue, 95% bien sûr un cardiologue. De toute façon, on l'a vu, l'enquête, elle est répondue par des cardiologues. Mais c'est assez variable, vous voyez les nombres d'intervenants. Et en premier, les infirmières, les diététiciennes, les kinésithérapeutes et toutes les professions paramédicales qui peuvent intervenir. Ça, c'était intéressant. C'est pour nous. Vous savez, on a parlé beaucoup de télésurveillance d'insuffisance cardiaque. Suivez-vous des patients dans l'insuffisance cardiaque dans le cadre du protocole étape? Vous savez, on est 2 tiers à répondre oui. Il y a peut-être un biais lié à notre intérêt de ceux qui répondent à ce genre d'enquête, mais ça traduit quand même de 2 tiers. La phylaxie, vous voyez que c'est difficile d'identifier un nombre. Vous voyez que ça peut être assez important. Moi, je me positionne plutôt à la partie basse du chiffre. Toi, c'est probablement à la partie haute du chiffre, peut-être parce que vous êtes mieux organisé que chez moi.
Ça intéressera les différents concurrents qui sont sur les stands. Vous voyez que c'est dans l'enquête. Alors, ce n'est pas un classement, mais c'était déclaratif. Vous voyez, il y en a qui semblaient être un peu plus représentés que d'autres. Et vous voyez, il y a la télésurveillance d'insuffisance cardiaque. Il y a quand même 57% qui étaient les cardiologues ou les insuffisants-cardiologues, mais ça pouvait être un cardiologue imageur. Il y avait les IPA, les infirmiers de protocole, voilà. Et il y avait également des rythmologues comme moi, où je suis des patients dans le cadre de l'insuffisance cardiaque. Et donc, j'étais pas le seul, on était 17 comme moi à faire le télésuivi de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous disposez d'un programme d'éducation thérapeutique? Ça intéressera Jean-Michel Tartière. Vous voyez qu'il y a 60% qui disent oui, mais il y a quand même 40% où ils n'en font pas. Qui est en charge cette éducation thérapeutique? Ça repose beaucoup sur les infirmières, à 2/3, et heureusement qu'elles sont là. J'ai beaucoup appris dans l'interaction avec elles, mais également les cardiologues, mais en premier, les infirmières. Et combien de patients sont éduqués? Vous voyez, c'est beaucoup zéro. Et puis après, c'est très variable. C'est difficile d'en tirer un chiffre à ce stade-là. Et puis, bien sûr, ça avait été évoqué dans la même enquête de Manel El-Blidi qui avait été présentée hier, que ce qui limite, en premier, c'est les ressources humaines. C'est ça qui m'a limité, moi, dans mon centre. Puis des fois, avec des systèmes de télésurveillance simplifiés, ça m'a permis de démarrer, de mettre le pied à l'étrier, probablement d'aller voir mon directeur plus facilement. On voudrait des équipes dédiées, augmenter les ressources, renforcer la prise en charge multidisciplinaire, structurer le soin, renforcer le lien hôpital. Vous voyez, tout ça se retrouve, mais en premier, les ressources humaines. Et puis, ça, c'est une question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on peut mieux prédire le risque d'insuffisance cardiaque et finalement peut-être agir plus précocement? Bien entendu, si on demandait est-ce que tu serais intéressé qu'un algorithme permettrait de prédire, on répond tous oui. C'est tous les scores qu'on peut avoir sur les systèmes de télésurveillance ou des fois avec les prothèses implantables également qui peuvent nous aider. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est vraiment des résultats à chaud que je vous ai partagés aujourd'hui, qui vous donnent une idée de nos pratiques, de vos pratiques. Pour ceux qui n'ont pas répondu à l'enquête, il n'est pas trop tard. Ça nous permettra de la clôturer après le congrès. Et voilà, ça colle avec ce que j'ai vu hier de l'équipe de Patrick Jourdain, qui avait une enquête, il me semble, sur 70 patients. Et ça rejoint aussi qu'on a besoin de ressources. J'ai beaucoup aimé l'interaction avec les infirmières, j'en vois dans la salle. Et cette interaction, qu'on est tous dans le même bateau, et pour améliorer nos pratiques. Et c'est pour ça, je pense que ça va être très intéressant de voir les présentations suivantes de nos collègues de Nantes qui vont nous faire leur retour d'organisation. Ils sont en visio. Ils sont en visio. Et donc, on va pouvoir leur passer la parole dès qu'ils sont prêts. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour Walid, bonjour Saïda, vous nous entendez? On vous entend. Mais ça ne devrait pas tarder. Bon, donc bonjour à vous deux, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on vous voit, on vous entend et on vous voit, c'est parfait. C'est super. Alors moi je suis Jean-Pierre Gueffet, je suis accompagné de deux infirmières, enfin on voit pas mais il y a deux infirmières de l'équipe. Bonjour. Marie et Emmanuel Leliard. Donc, on voulait vous partager notre expérience de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque dans notre structure. Notre structure, donc, c'est un hôpital privé. Donc, tout le 5e étage est représenté par la cardiologie. C'est initialement, j'arrive pas à changer de diapositive. Peut-être qu'il faut que je relance. Arrêtez de partager. Je vais arrêter le partage et je recommence. Pas de souci. Ne partez pas. Nous, on est là, on est bloqué ici. Hein. En attendant, Jean-Michel, est-ce que tu aurais un commentaire à faire éventuellement sur ces enquêtes? Jean-Michel, tu es la star de toute façon, Voilà. tu vas revenir là. Est-ce que tu aurais un commentaire à faire sur l'enquête? Sur l'enquête, on a pensé que tu peux à chaud. À Déjà, chaud. j'ai répondu. Hein. Voilà, merci Jean-Michel. Déjà, j'ai répondu. Non, ça ne m'étonne pas. C'est des résultats qui sont vraiment très concordants avec ce que je pensais. Et on a tous un criant besoin de moyens humains, techniques. Help. I need help. I need help. Ça, on a Et tu confirmes que 30% des patients ne passent pas par le service de cardiologie? Ah oui, mais enfin 30%. Chez moi, c'est 55% qui ne passent pas par la cardiologie. Et encore faut-il être dans un hôpital où il y a de la cardiologie. Oui. Parce que dans un hôpital où il n'y a pas de cardiologie, c'est 100% des patients qui ne passent pas par la cardiologie. Et qui n'ont pas d'écho. Qui n'ont pas d'écho, qui n'ont pas de cardiologue, qui n'ont rien. C'est roots. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout à organiser. Tout est à faire, tout est organisé. Le parcours est à organiser.
enfin, ton expérience et le montrer largement. Est-ce qu'on Et va passer la C'est parole? bon, là, ils sont bons. C'est bon. Alors, je recommence. J'espère que oui, ça marche. Donc, mes conflits d'intérêts, enfin, nos conflits d'intérêts, c'est toutes les boîtes de télésurveillance. Je disais qu'on faisait partie d'une équipe de cardiologues qui était initialement surtout axée sur l'intervention, et le parent pauvre, c'était l'insuffisance cardiaque. Et donc, on a profité d'une ambiance très favorable pour créer cette télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. D'abord parce qu'il y avait une incitation institutionnelle, Prado puis Étape, et puis une volonté forte des rythmologues notamment, et une volonté forte des infirmières de s'impliquer dans l'amélioration de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Vraiment, j'insiste, il y a eu une complicité entre les rythmologues et les spécialistes de l'insuffisance cardiaque. Moi, je m'occupe surtout de l'insuffisance cardiaque, je ne suis pas interventionnel, et on m'a fait venir dans cet hôpital en 2016. Et donc, on a profité d'une expérience importante de la télésurveillance des rythmologues, et en sachant qu'il y a des différences. D'abord, au niveau des infirmières, l'infirmière, c'est vraiment, vous en avez déjà parlé, hein, c'est un rôle indispensable. Et le rôle est différent par rapport à la télésurveillance de rythmologie. Il faut d'autres compétences et c'est beaucoup plus chronophage pour moins de patients. Il faut aussi de l'argent pour pouvoir financer ça. On a pris, nous, la décision bien sûr, il y avait le financement Étape, mais qui était vraiment insuffisant. Volontairement, on a fait le choix de fonctionner à perte au départ et de profiter de la télésurveillance rythmologique pour initier la pompe, avec une filière active qui s'est accrue progressivement, mais qui n'est pas comme la filière active des patients surveillés en rythmologie, qui est limitée. Elle est montée jusqu'à 200 et là, elle se stabilise à 160. On pourrait être beaucoup plus, mais on est un peu limité en nombre d'infirmières. Sur le plan logistique, on a mis en place 2 salles qui communiquent entre la télésurveillance de rythmologie et la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Ces 2 salles communicantes parce que les infirmières ont besoin d'être dans le silence pour pouvoir appeler les patients, parce qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques. Il faut bien sûr être bien équipé. Il y a possibilité de télétravail, ça nous a servi pendant le Covid. Donc pour que ça fonctionne, les infirmières doivent être très compétentes, autonomes avec des protocoles pour éviter de prendre trop de temps aux spécialistes de l'insuffisance cardiaque. Et en sachant qu'on reste disponible tous les jours pour donner une réponse aux différents appels et interrogations. Ça varie entre 15 et 30 minutes par jour quand même. On fait la synthèse. Comment on fait pour alimenter la filière? Eh bien, les inclusions, c'est dans 90% des cas, c'est au cours de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Initialement, on voulait inclure tout le monde, mais bon, on va voir qu'il faut faire des choix quand même. Et cette télésurveillance, de plus en plus, maintenant, ce sont les cardiologues libéraux qui en font la demande. Donc, on a 2 voies d'inclusion. Donc, je vous disais, plus de 500 patients inclus depuis 2018, mais une file active aux alentours de 160 à l'heure actuelle. Et on avait fait le choix au départ d'utiliser toutes les solutions techniques parce qu'on voulait adapter en fait la solution technique aux patients. Et ça, tu peux peut-être en dire un mot. Oui. Donc c'est un choix vraiment qui a été fait dès le départ afin de tester aussi les solutions techniques, et puis nous aussi on débutait dans cette activité, et c'est vrai que maintenant on s'est plus rendu compte que oui, on a différentes solutions techniques avec des particularités qui certes quand même tendent à se regrouper, mais on s'est surtout rendu compte qu'il y avait des profils de patients différents. Et c'est vrai qu'une grosse partie aussi de notre travail maintenant à l'inclusion, c'est de se rendre compte, de choisir avec le patient quelle va être la solution technique qui sera la plus adaptée. Ce qui fait qu'en fait, vous pouvez le voir là justement sur nos statistiques, on a quand même quelques solutions techniques qu'on utilise de manière plus importante que d'autres, en sachant qu'on est toujours ouvert aussi à discussion et à tester de nouvelles solutions techniques. Voilà, donc vous connaissez le programme Étape, là je passe rapidement. Et puis les patients, alors les patients, ce qui compte, c'est bien les choisir. Il y a des patients pour qui il faut pas
vous en avez sans doute déjà parlé, il faut que le patient soit motivé, et sinon ça ne marchera pas. Et pour les déments, il faut qu'il y ait quand même un aidant. Donc, il y a une sélection qui doit se faire, et puis en fonction de la capacité à utiliser les objets connectés, c'est important de choisir la bonne solution technique. Ce qu'on a mis en place et dont on est assez content, c'est l'appel à J10 après l'hospitalisation. À J10, et maintenant, alors J10, c'est l'évaluation post-hospitalisation. Est-ce que le patient va bien? Est-ce qu'il a compris le fonctionnement de l'appareil? Et puis, à ce moment-là, on a demandé une prise de sang qui est faite à J7 normalement, et c'est le pro-BNP et la créatinine. Et déjà, on a une idée de savoir si c'est le patient qui va mal tourner ou qui va bien tourner. Et ça, c'est vraiment pour nous, c'est un plus. Avec le temps, on se rend compte que cette évaluation à J10 est très importante pour, j'ai entendu tout à l'heure, 25% de réhospitalisation à un mois. On est vraiment très en deçà. Et maintenant, même, on fait une évaluation à J10 et à J30. Et on a vraiment l'impression que c'est une bonne chose. Tu peux dire un mot sur sur la suite? Sur la suite, alors c'est vrai que nous, toute la partie accompagnement thérapeutique, on fait un énorme travail, surtout sur le temps, lors de l'inclusion en chambre d'hospitalisation. Alors c'est vrai que nous, on a vraiment fait le choix autant que possible d'inclure les patients en présentiel lorsqu'ils sont hospitalisés, parce que ça nous permet de leur présenter en fait le matériel qu'ils vont utiliser. Donc nous avons à disposition tous les kits en fait de toutes les solutions techniques, et ça nous permet en fait de l'utiliser aux patients. Et nous, ça nous permet aussi de se rendre compte tout de suite si on va avoir des difficultés, des limitations en fait de par le patient. Et de faire un premier travail éducatif, notamment sur les signes d'alerte, etc. Par la suite, suivant le programme étape, effectivement, l'obligation minimale est de faire 3 accompagnements thérapeutiques actuellement sur 6 mois, même si ça va évoluer dans les mois à venir. Et ensuite, c'est un accompagnement thérapeutique en fait qu'on va faire à chaque contact du patient, même dans le cadre des alertes en fait. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est très spécifique à chaque fois, mais on en fait une petite touche à chaque fois. Sinon, on a fait le choix également de n'agir que sur les diurétiques. On n'a pas voulu intervenir sur le traitement de fond, en pensant que les patients étaient suivis par leur cardiologue et que c'était à eux d'optimiser le traitement de fond. On n'a pas suffisamment de monde de personnel pour faire ça. Mais par contre, nous, on va agir sur les diurétiques sans passer par le médecin traitant, très rapidement, pour être efficace. Que si on attend la consultation du médecin traitant, c'est trop tard. Donc, on agit rapidement, et c'est un peu aussi une des raisons de notre efficacité. On a parlé qu'il y avait 2 cellules de télésurveillance dans notre centre, et cette séparation devient artificielle, puisque maintenant, vous en avez parlé, les prothèses rythmiques possèdent des marqueurs qui peuvent être utiles même pour les patients insuffisants cardiaques. Et donc, par exemple, Medtronic a fait... il y a possibilité de surveiller certains paramètres qui vont donner, par l'intermédiaire une association de marqueurs qui vont donner un score de risque d'hospitalisation. C'est encore en évaluation, mais ça aide à prévenir la décompensation. C'est un petit peu, c'est le début de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est un changement de paradigme. On ne le soigne plus suivant les symptômes, mais suivant des marqueurs, techniques. Ouais, voilà. Merci. Un exemple de marqueur qui va nous inciter à appeler le patient et de lui dire, alors qu'il va bien, à modifier son traitement diurétique. Donc je passe rapidement sur les exemples. Et puis j'arrive à la conclusion pour laisser la place plus facilement aux questions s'il y en a. Donc la télésurveillance, nous on est convaincus que c'est utile. Pour la mettre en place, c'est pas si simple que ça. Il faut d'abord une grande volonté. Il faut qu'il y ait une volonté sous-jacente. Il faut un investissement. On ne peut pas faire de la télésurveillance sans investissement. Et il faut des infirmières, ça c'est vraiment le point d'achoppement, ça c'est des infirmières spécialisées, dédiées. Et puis peut-être que l'avenir, on sera aidé par les outils embarqués dans les prothèses. Et tu avais peut-être un mot à rajouter? Non, c'est vraiment ça. Alors nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de recul en fait. On a fait partie des premiers centres
lancé, donc on a quand même pas mal de recul sur notre pratique et sur les difficultés maintenant qu'on rencontre, qui nous sont plus en termes de logistique, effectivement, et de masse de patients à gérer. Mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend vraiment compte que c'est vraiment aussi un travail de... Voilà, faut être motivé. Il faut une équipe aussi qui est, il faut le dire aussi, un complice entre le médecin et l'infirmière. C'est vraiment un vrai partenariat, une vraie confiance aussi qui existe. Et puis, en fait, on voit de plus en plus aussi des profils d'infirmières dédiés qui se préparent. On a parlé des IPA, il y a les ISPIC. Mais effectivement, on commence vraiment à avoir un profil de poste typique qui émerge avec des connaissances nécessaires à avoir et une expérience certaine. Tout ça fait qu'on est en train de revoir justement le fonctionnement un peu de notre système de santé de par différents éléments et je pense qu'on en est encore qu'au tout début. Voilà. Merci de votre attention. Au plaisir de répondre à vos questions. Oui, merci beaucoup pour cette présentation et le modèle organisationnel que vous avez. Moi, j'aurais quelques questions. J'ai noté quand même que vous avez séparé les deux comment dirais-je, filières de surveillance des prothèses et d'insuffisance cardiaque. Que se passe-t-il pour les patients qui sont porteurs de prothèses, qui sont insuffisants cardiaques, qui sont suivis par quelles infirmières? Alors, tu vas pouvoir répondre. Alors, il va y avoir deux possibilités. Alors, on a des patients qui ont des prothèses effectivement cardiaques, mais qu'on suit via étape, par exemple, dans le cadre, on va dire, par exemple, de Boston Scientific, où là, on va avoir un double suivi. Mais là, en fait, dans ces cas-là, c'est des choses qu'on a clarifiées dès le départ. Tout ce qui relève du plan rythmique est géré par les infirmières de rythmologie et tout ce qui est insuffisance cardiaque est géré par nous. Mais en fait, on travaille en complémentarité. On discute énormément. Donc là, par exemple, un patient, ma collègue va me prévenir, Stéphanie, ton patient, elles le savent, elles ont leur liste de suivi, nous on a les nôtres. Ce patient-là, il a augmenté sa charge en FA, il faut que tu te méfies dans les prochains jours. Très bien, je me le note tout de suite, je vérifie. Les jours suivants, je suis plus vigilante et je rebondis en fonction. De même que pour moi, j'ai un patient qui va pas bien, il a pris du poids, je vois qu'il a une prothèse, est-ce que tu peux vérifier, est-ce que sa charge n'a pas augmenté, est-ce qu'il y a eu des événements rythmiques? Et en fait, ça nous permet aussi énormément de développer en fait la prise en charge du patient et de comprendre aussi beaucoup plus nos alertes. C'est pour ça qu'en fait nos bureaux sont en face à face et la porte est toujours ouverte. Et puis pour compléter, avant on avait une infirmière qui faisait partie des deux groupes. Alors elle a quitté notre service malheureusement, mais l'avenir c'est peut-être la double compétence. J'ai noté que vous avez une infirmière 1,3 pour 160 patients insuffisants cardiaques. C'est la même chose pour les prothèses, c'est ça? Non, pour les prothèses, ça doit être c'est 1,5, c'est ça? 1,5. Bon, en train d'augmenter un peu. Donc 1,3, c'est une infirmière remplacée, c'est ça? Sur le temps, mais on est plus limité par la disponibilité. Enfin, pour avoir des infirmières on voudrait plus. On n'entend pas. Elles s'auto-remplacent entre elles quand il y a les vacances? Comment ça se passe? Enfin, juste oui. sur le... D'accord. Oui, ça passe bien, vous m'entendez? On n'entend pas bien. C'est pas de chez nous, non? Oui, il y a l'auto-remplacement. Il y a une question dans la salle. Tu peux peut-être venir, Nathalie? Bonjour. Vous êtes probablement une des rares équipes qui a l'expérience de 7 dispositifs. Vous avez évoqué le fait que vous essayez d'adapter le choix du dispositif de télésurveillance des insuffisants cardiaques à des profils patients. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ça? Quelles sont les règles qui vous font aller vers tel ou tel opérateur et tel ou tel système? Non, là, je pense que c'est Stéphanie qui va répondre, parce que là, les infirmières ont toute la liberté de choisir. Alors déjà, en fait, c'est toujours le docteur Gueffet qui fait la proposition, et donc nous, on arrive un peu tard derrière. Donc déjà, généralement, Jean-Pierre a déjà une petite idée. Et c'est vrai que nous, on va faire tout un entretien en fait auprès du patient pour voir déjà quelles vont être ses possibilités et ses limites. Donc par exemple, est-ce que c'est un patient âgé qui n'a jamais utilisé d'outils connectés type des tablettes? Est-ce que, j'ai eu le cas la semaine dernière, je me suis retrouvée face à un monsieur très âgé qui avait un gros problème de surdité, même appareillé. Donc, lui passer des coups de téléphone, ça allait être compliqué. Donc, il fallait que je trouve une solution qui m'aurait donné des informations de manière un peu déviée, ou que je mette en place, ce qui nous arrive aussi maintenant fréquemment parfois, de mettre en place un passage journalier d'une infirmière libérale qui va nous aider aussi dans notre pratique et nous apporter aussi un autre regard de professionnel sur l'état clinique du patient. Bien sûr, le patient aussi qui a une prothèse cardiaque, si je peux essayer de trouver une solution qui va bien s'appareiller avec et éviter qu'il se retrouve par exemple avec 2 transmetteurs différents, c'est toujours aussi mieux. C'est ça aussi qui va aider le patient à se décider.
Et puis, en fait, nous, on a aussi un gros travail. Souvent, j'ai beaucoup... Alors, c'est quand même un profil de patients plutôt âgés. Donc, ils ont encore un peu peur de tout ce qui est technologie. Donc, nous, on leur présente... L'avantage, c'est que nous, on a toujours des kits de démo. Donc, on leur présente le matériel, notamment des tablettes tactiles. Très souvent, au début, ils ont peur. Mais on les fait utiliser, en fait, le matériel. Et les 3/4 du temps, on arrive, en fait, à l'utiliser. Et ça se passe très bien, en fait. Donc c'est vraiment c'est un entretien, c'est vraiment cette inclusion, on y passe 2 heures, 2 heures et demie, que ce soit le côté administratif ou entretien avec le patient qui dure au moins 1 heure. Pour nous, tout se joue là en fait, sur la suite de cette télésurveillance qui est partie normalement pour 6 mois. Jean-Michel ? Oui, une petite question. Déjà, bravo, c'est une belle équipe. Félicitations. Vous faites du beau travail. J'ai une petite question sur l'évaluation que vous faites à donc 10 jours et 1 mois. Donc, ce que vous dosez, c'est quoi? Sodium, potassium, créate, BNP, j'imagine? Oui, c'est que ça. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous en faites? À J10, quels sont les cas de figure que vous rencontrez et quelle est votre action? Alors, comme on l'a dit, c'est vraiment que les diurétiques. On joue que sur les diurétiques. S'il y a une baisse, on est content. On peut démasquer un excès de diurétique parfois. Donc, parfois, on voit qu'il y a vraiment une insuffisance rénale, une hyponatrémie. Et si c'est corrélé avec une baisse de poids, en général, le pro-BNP AVC, il faut baisser à ce moment-là. Et inversement, on va dépister l'insuffisance de diurétique. Donc ça peut, dès 10 jours, même avant, on peut réagir. Dans ce cas-là, est-ce que vous avez un protocole préétabli pour majorer les diurétiques? Est-ce que vous dites, je double pendant 48 heures, 72 heures, je ne sais pas En fait, on a un protocole, effectivement, on double le plus souvent. Après, c'est modulé et c'est parfois sur 48 heures, c'est rare que ça soit que sur 48 heures, c'est plus long souvent. 3-5 jours. Ok. Et les infirmières ne font pas de consultation de titration? Non, on n'est pas suffisamment nombreux pour faire ça, mais ça serait un projet tout à fait... ça pourrait être un plus, oui, c'est sûr. On a aussi la chance d'avoir aussi plusieurs cardiologues qui ont intégré aussi la structure il y a peu de temps, qui font aussi ce genre de consultation. Donc pour l'instant, on a aussi du personnel médical qui nous aide à avoir ce regard. Et c'est aussi en fait un choix qui nous permet pour l'instant de laisser aussi la place aux cardiologues traitants, qui gardent vraiment aussi cette pratique d'optimisation du traitement par la suite. Car souvent, on a aussi des médecins qui nous appellent en disant « mais moi, qu'est-ce que je dois faire ?» Et en fait, on leur explique vraiment que nous, on a notre champ de compétences, notamment les diurétiques, et le reste dans leur champ de compétences. Et ça permet vraiment aussi de toujours travailler en collaboration avec les cardiologues libéraux. Ok. Y a-t-il des questions dans la salle? Parfait. Merci beaucoup, merci à tous. Donc, on est tous convaincus que la surveillance de l'insuffisance cardiaque doit être pluridisciplinaire. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir.